Ce mois de mars qui s'achève a été particulièrement chargé pour le président de la République, professeur Alpha Condé, dans sa croisade contre le virus Ebola, avec une vision sur la gestion de l'après-Ebola. Dans cette perspective, le chef de l'État a reçu des envoyés spéciaux de plusieurs personnalités du monde. Mieux, professeur Alpha Condé est allé vers le monde, d'abord en tant que président de la République de Guinée, ensuite en tant que président en exercice de l'Union du fleuve Mano. La rencontre de Bruxelles sur l'aide d'urgence et d'assistance au redressement économique des 3 pays touchés par Ebola, la conférence de haut niveau sur Ebola organisée par l'Union européenne sont entre autres rencontres pendant lesquelles le président guinéen a insisté sur l'harmonisation des stratégies de lutte des 3 pays en vue de vaincre le plus rapidement possible le virus Ebola qui a lourdement affecté l'économie des 3 pays. Aujourd'hui, notre problème, c'est d'éviter l'optimisme parce que les cas baissent. Mais comme m'a dit Ismaël, le représentant des Nations Unies, il disait que de la polio, il est plus facile de descendre de 100 à 10 que de 10 à 0. Donc, c'est maintenant que nous devons renforcer la vigilance, renforcer les interventions. Mais surtout qu'en Guinée, c'est une année électorale, donc il y a beaucoup de désinformation, les gens qui poussent, les gens en disant les médecins viennent vous tuer, etc. Donc, ça crée une certaine résistance et nous sommes en train de nous organiser pour renforcer la communication afin de vaincre ces résistances-là qui peuvent nous emmener à l'Ebola 0. Depuis l'apparition du virus, le monde entier a le regard tourné sur le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée, des pays qui ont enregistré une baisse considérable de croissance économique. Conséquence, les projets de développement au niveau des pays touchés ont pris du retard. Les moins-values de recettes pour l'État, d'une part, les moins-values de devises aussi pour la Banque centrale, ont été générées par le fait que non seulement le commerce a baissé, mais les projets ont été arrêtés, plusieurs projets ont été recalés et reculés. Donc, au total, nous avons une baisse globale de la croissance économique. La Guinée a été amputée de 2 à 3 points de croissance économique. C'est énorme. C'est justement pour aider ces pays qu'il est prévu en ce mois d'avril à Washington et à New York la rencontre des institutions financières internationales et les partenaires traditionnels autour d'un plan d'aide économique envers les pays touchés par Ebola. Cette réunion est une première étape. Elle sera suivie d'une autre réunion qui sera organisée au printemps à Washington entre la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Et ensuite, il y aura une autre réunion qui est prévue à New York au mois de mai. Disons que nous sommes dans un cycle et nous pensons qu'au bout du cycle, on arrivera non seulement à éradiquer Ebola, mais aussi à récolter suffisamment de fonds pour venir vers les 3 pays pour la reconstruction de leur économie. Toujours dans la dynamique de la lutte contre le virus Ebola, le président de la République était durant ce mois de mars qui s'achève face à la presse. Stratégie de riposte et la relance économique post-Ebola était le thème central de cette conférence de presse. La rencontre a commencé par la présentation du vaccin RVSV-Zegov en expérimentation contre le virus Ebola et la vaccination de quelques volontaires. Pour le chef de l'État, le plus important est d'éradiquer complètement le virus au plus vite, se rendre dans les formations sanitaires à temps, déclarer les décès aux structures spécialisées pour les enterrements sécurisés, respecter les règles d'hygiène sont entre autres comportements à adopter dans cette lutte qu'il faut absolument gagner. En ce qui est de l'impact négatif de la maladie à virus Ebola, tous les secteurs en sont aujourd'hui victimes. C'est pourquoi, pour inverser la tendance, le président de la République a à nouveau invité les hommes de médias à plus d'implication dans la sensibilisation. Chacun de vous doit être un messager de la lutte contre l'Ebola. Chacun de vous. Vous devez dire ça avec vos voisins systématiquement, surtout vous de la presse. Mais si l'économie va mal, vous allez mal. Je veux vraiment que chacun prenne conscience que c'est son affaire et que partout dans son lieu de travail, dans ses voisins, ses amis, systématiquement, qu'il insiste. Ne gardez pas les malades. Continuez les mesures à vous laver les mains, enfin, etc. Dès que conseillez les gens, s'il y a un malade, que tous les gens qui étaient en contact avec les malades se fassent suivre. Au bout de 21 jours, c'est fini.
Dr Sakoba Keita, coordinateur national de la lutte contre Ebola, René Migliani, conseiller auprès de la coordination, Benjamin Dahl de la CDC Atlanta se sont succédés pour inviter les Guinéens à plus de vigilance et de comportement responsable pour la victoire finale sur le virus Ebola. Des questions liées à la maîtrise de la situation, les enterrements sécurisés, le plan de relance économique et les programmes de développement après Ebola ont permis aux journalistes de mieux comprendre la vision et la démarche du chef de l'État pour une Guinée sans Ebola. Reçu en audience par le président de la République, le directeur adjoint du département Afrique du Fonds monétaire international était venu de son côté apporter le soutien de son institution à la Guinée. Selon l'envoyé spécial de Christine Lagarde, il s'agit d'être aux côtés de la Guinée pour une relance économique après Ebola. L'objectif de ma visite en Guinée était de discuter avec les autorités de la situation et des progrès qui ont été réalisés concernant Ebola, mais de façon plus importante de discuter avec les autorités les priorités pour le plan de relance. J'ai eu des discussions similaires avec le ministre d'État Diaré et avec le gouverneur de la Banque centrale Nadé pour voir comment le Fonds monétaire peut assister le plan de relance du gouvernement guinéen. Je suis très encouragé par les progrès qui ont été réalisés et je crois que sur la base de ces progrès-là, l'économie guinéenne va bientôt retrouver les taux de croissance qu'ils avaient connus avant l'épidémie Ebola. C'est justement pour vaincre cette épidémie que, dans un message fort, le président de la République a annoncé des mesures d'urgence que chaque Guinéen doit respecter. Je déclare pour les préfets de Fort Kaya, Koya, Dubreka, Bofa et Kinya une urgence sanitaire renforcée pour une période de 45 jours. À Conakry, des mesures rigoureuses vont être aussi prises pour renforcer la vigilance dans les localités. Les mesures suivantes doivent être prises et appliquées avec rigueur. Les services hospitaliers et cliniques privés au sein desquels des cas d'Ebola ont été déclarés doivent être temporairement fermés. Les malades qui sont déjà présents doivent rester sur place et des mesures seront prises pour assurer leurs soins et leur nourriture. Les autres structures de soins qui n'appliquent pas des mesures de prévention doivent être également fermées. Tous les cas de décès pendant cette période d'urgence sanitaire renforcée doivent être systématiquement testés. Tous les enterrements dans la zone couverte par l'urgence sanitaire renforcée doivent être préalablement sécurisés par la Croix-Rouge et la protection civile, dans le respect de la dignité humaine. Les cérémonies d'immunisation de deuil et de condoléances doivent être réduites à la plus stricte intimité familiale. Les salutations et les regroupements rituels peuvent être renvoyés au-delà de la période d'urgence sanitaire. Toute personne qui cache des malades ou déplace des corps d'une localité vers l'autre sera poursuivie, conformément à la loi, pour mise en danger de la vie d'autrui. Les mesures d'accompagnement et de soutien aux familles et aux agents de santé doivent être renforcées par la coordination nationale. Le ministère de la Santé doit intensifier la supervision des établissements de soins et veiller à l'observation des mesures de prévention. Partout où besoin sera pendant cette période d'urgence sanitaire, les mesures de confinement seront prises et les efforts seront faits pour apporter un soutien alimentaire et sanitaire aux populations concernées. Tous les départements ministériels, les régions, préfectures et communes, ainsi que les établissements et structures sanitaires doivent veiller à la stricte application des présentes mesures. Guinéennes, Guinéens, l'épidémie à virus Ebola impose une épreuve extrêmement difficile à notre pays et à nos frères et sœurs de la Sierra Leone et du Libéria. Je lance un appel aux organisations de la société civile, aux partis politiques, aux élus locaux, aux syndicats, aux médias, aux jeunes et aux femmes pour une mobilisation générale et un engagement sans faille dans la lutte contre Ebola. Ebola n'est pas fini, elle peut finir rapidement si nous prenons ces mesures. Le devenir de notre nation, nous devons ici et maintenant faire preuve de courage, de sacrifice et de discipline. Que Dieu bénisse la Guinée. Durant ce mois de mars 2015, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie a été reçue par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Michael Jean était venu apporter le soutien des pays ayant en partage la langue française dans la consolidation de la démocratie en Guinée. À tous les niveaux, la secrétaire générale de l'OIF a réaffirmé l'appui de l'institution francophone dans le processus électoral en Guinée.
Aider la Guinée pendant et après Ebola, c'est le message fort de solidarité que Michael Jean a véhiculé au cours de sa première visite en Afrique depuis son élection. J'ai toujours voulu que mes premiers pas sur ce continent, en qualité de secrétaire général de la francophonie, se fassent dans ce pays, en Guinée, parce que la francophonie est d'abord régie par une règle absolue, un grand principe, une grande valeur, qui est celle de la solidarité. Je viens dire la solidarité de la francophonie tout entière. Guinéennes, Guinéens, vous n'êtes pas seuls. Nous sommes là. Et nous saurons émerger peut-être plus fort encore de cette épreuve. Parce qu'à travers la gestion de cette épreuve, des liens régionaux se sont renforcés, se sont consolidés. Et une fois l'épreuve traversée, le dernier cas traité, lorsqu'on sera arrivé à 0 cas d'infection, 0 cas de maladie, ces liens-là seront porteurs aussi d'autre chose. Sur le plan du développement, sur le plan de la stabilité, sur le plan des économies pour toute la région. Au cours de ce dîner offert par le président de la République, professeur Alpha Condé, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie a tout d'abord félicité le chef de l'État, le gouvernement et le peuple de Guinée, le pays de ses ancêtres, pour les efforts consentis. Vaincre donc Ebola rapidement et poursuivre patiemment la marche vers la consolidation des acquis démocratiques et l'état de droit, telle est la vision que Michael Jean partage avec les autorités guinéennes. C'est une rencontre qui a regroupé autour des autorités guinéennes les hommes d'affaires nationaux et le MEDEF, Mouvement des entreprises de France. Les entretiens ont porté sur le renforcement des relations de coopération entre la France et la Guinée dans le domaine du développement du secteur privé, un secteur que le président de la République ne cesse de promouvoir. C'est pourquoi d'ailleurs, professeur Alpha Condé est venu à Paris en ce mois de mars qui finit pour réaffirmer son engagement aux investisseurs français dans le cadre de l'investissement en Guinée. Nous sommes engagés maintenant aux côtés de la Guinée dans ce développement qui est spectaculaire de votre pays et nous comptons bien progresser, nous comptons bien avec les petites et moyennes entreprises françaises, tissus essentiels, progresser aux côtés des grands groupes français. Je crois que la Guinée est un très bon risque et qu'il serait regrettable que la France n'investisse pas en Guinée. Les opérateurs économiques guinéens ont ainsi mis l'occasion à profit pour échanger avec leurs partenaires français du MEDEF en vue de nouer de solides contacts de partenariat. Aujourd'hui, on se rend compte que le MEDEF est décidé à venir travailler en Guinée, surtout avec la volonté du président de la République de les recevoir et que ce soit un partenariat gagnant-gagnant entre la Guinée et la France. Cette rencontre d'échange met en évidence la volonté des autorités guinéennes à davantage ouvrir le pays aux investisseurs, surtout français. Il y a une volonté politique de renforcer la coopération guinéo-française, mais le constat est tout aussi clair que cette coopération ne bénéficie pas de support essentiel en termes financiers, en termes de crédit à l'exportation, en termes d'assistance massive du gouvernement français pour permettre aux opérateurs des deux côtés de continuer leur business dans des conditions optimale de succès. L'espoir est donc permis avec ces nouvelles discussions de voir les investisseurs français s'investir pleinement en Guinée dans la création de petites et moyennes entreprises porteuses d'emplois et génératrices de revenus. Le 11 mars dernier, Conakry a abrité la 16e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Une rencontre qui fait suite à la conférence des ministres des pays membres. Le Malien Ibrahim Aboubacar Keïta, le Mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, le Sénégalais Macky Sall et le Guinéen professeur Alpha Condé
ont, dans l'intérêt de leurs pays respectifs, pris d'importantes décisions. Il s'agit, entre autres, du démarrage des travaux du projet Bouina, le lancement effectif du projet hydroélectrique de Koukountamba en Guinée et l'organisation de la table ronde des bailleurs de fonds pour le plan d'action régional pour l'amélioration des cultures irriguées. Les pays membres de l'organisation ont manifesté leur solidarité à la Guinée dans la lutte contre le virus Ebola. Élu président en exercice de l'OMVS, le président guinéen professeur Alpha Condé a tendu la main à ses pairs pour l'atteinte des objectifs de l'organisation. Nous avons de grandes ambitions, car nous savons que l'énergie est à la base de tout développement. Et l'Afrique souffre aujourd'hui de manque d'énergie. Pourtant, notre organisation dispose d'importantes réserves énergétiques et l'énergie la moins chère, c'est-à-dire l'énergie hydraulique. Nous avons quelques barrages. Nous avons encore des barrages comme Bouina, Pelo, Koukountamba, que nous allons essayer de réaliser dans les 2 ans pour que nous mettions plus d'énergie à la disposition de nos populations et pour que nous favorisions le développement industriel et agricole de nos pays. J'espère être à la hauteur de la tâche. En tout cas, je compte sur la collaboration des commissaires et aussi des différents ministres et l'assistance et les conseils de mes frères. Malgré le combat engagé contre le virus Ebola et le coup porté par le programme de développement initié par le chef de l'État et les partenaires, la Guinée continue patiemment sa marche vers une Guinée émergente. C'est pourquoi, durant le mois de mars qui s'en va à jamais, le président de la République a eu un calendrier chargé lié à la pose de premières pierres ou d'inauguration d'infrastructures d'intérêt public. Ces activités du chef de l'État ont commencé ici, à Katougouman, par la pose de la première pierre d'un port fluvial. C'est un port de 41 hectares qui va s'étendre sur le Rio Nunez. L'objectif est de permettre d'évacuer les minéraux de bauxite de la société minière de Bokeh et d'autres sociétés évoluant dans cette préfecture. Ce port, qui aura au finish une capacité de 20 millions de tonnes par an, va créer plus de 3000 emplois. Pour un coût global de 100 millions de dollars américains, les travaux de réalisation de l'infrastructure sont confiés à la société chinoise Winning Alliance Port. Selon les responsables de cette société, les premières tonnes de minerais de bauxite vont être évacuées au mois de juillet prochain. Tout un espoir. Mieux, ici à Katougouman, il est prévu sur une superficie de 450 mètres carrés un centre de santé amélioré qui comprendra 2 salles de consultation, un laboratoire, 2 salles d'hospitalisation, une salle de préparation, une salle de repos, une d'accouchement et une d'urgence en plus des toilettes. Avec un coût de 500 000 dollars américains, ce centre de santé amélioré sera entièrement équipé et doté d'une source d'énergie. Ici à Katougouman, les populations n'ont pas caché leur satisfaction face à ce projet qui est le premier dans leur localité. Ici, à Bokeh, la satisfaction était au comble car, selon les bénéficiaires, c'est une promesse qui se réalise et le président de la République l'a rappelé. On a beaucoup de projets miniers. Mais la particularité de ce projet, c'est que ce projet va associer des Guinéens au développement des mines. C'est-à-dire, les Guinéens vont avoir des permis miniers de bauxite. Et la société va financer ces sociétés afin de pouvoir extraire la bauxite et l'acheter. Donc, ils seront préfinancés et la bauxite sera rachetée par la société Winning. Ce qui va nous permettre de créer une véritable classe d'hommes d'affaires miniers, ce qui n'a jamais existé en Guinée. Ça, c'est le premier pas du changement du mode de gestion des mines en Guinée. Il y aura désormais des miniers guinéens. Nous ne serons plus seulement des ouvriers ou des employés, nous serons nous-mêmes des miniers capables de transformer
le pays. Voilà l'ambition que nous avons pour la Guinée. Que nos richesses nous servent et nous servent à nous développer, à créer des hommes, véritables hommes d'affaires. Parce qu'eux, ils ne partiront pas s'il y a des problèmes. Ils seront là parce qu'ils sont chez eux. Plus nous avons d'hommes d'affaires guinéens, plus la Guinée ira de l'avant. Dans la même trajectoire, à Sangaredi, le premier président démocratiquement élu de la Guinée, professeur Alpha Condé, a procédé à l'inauguration de l'école primaire du centre. C'est une infrastructure de 24 classes réalisée par la compagnie minière Guinea Aluminium Corporation. Cette initiative du président de la République vise à inciter les sociétés minières à mettre les redevances à la disposition des populations riveraines à travers la construction d'infrastructures d'intérêt communautaire. C'est après le départ de BHP Billiton et grâce aux relations entre la Guinée et Abu Dhabi que Mubadala est venu prendre la relève, faisant ainsi de Sangaredi un espoir de développement pour la production de la bauxite et plus tard la mise en place d'une raffinerie. La construction de cette école par la société Mubadala et d'autres attendus par la population de Sangaredi dénote que Mubadala et Guinea Aluminium Corporation sont prêtes à accompagner la population locale. Dans le nouveau code, nous avons demandé aux sociétés d'avoir des activités sociales pour les populations et ensuite d'employer aussi la sous-traitance locale. Déjà, la connaissance de cette école et d'autres est un signe de Mubadala et EGA s'engagent effectivement à accompagner les populations locales, car l'éducation est la primauté pour le développement d'un pays. L'éducation est le vital. Mais je dirais aussi à notre ami qu'il doit aller plus loin. You need what population say. They need electricity and water. So you have to work to get electricity and water. Afri Asia Guinée, c'est une unité industrielle d'emplissage de gaz. Elle est le fruit d'un partenariat entre les investisseurs camerounais, nigérians, sénégalais et guinéens. L'objectif est de mettre à la disposition des différents ménages de gaz domestique à des prix inférieurs de 18% par rapport au prix actuel du marché. Venu pour l'inauguration de cette usine, le président de la République a été ovationné par la population de Dubreuka. Sa capacité installée est de 6 tonnes de gaz embouteillé par heure, avec une création d'emplois de 30 postes de travail. Ainsi, avec ces installations, la société Afri Asia Gaz de Guinée contribue au renforcement du tissu industriel de notre pays. Grâce aux efforts combinés des actionnaires et de leurs partenaires techniques et financiers, la société prévoit de réaliser des investissements additionnels de plus de 52 milliards de francs guinéens pour l'extension de ces installations industrielles. Au-delà de son utilité économique et sociale, cette unité industrielle va également contribuer à la préservation de l'environnement et de l'écosystème du pays. Sa réalisation va générer plusieurs emplois directs et indirects. Le site qui abrite cette unité industrielle couvre une superficie de 312 hectares, dont la majorité est prise en otage par les occupations illégales pour des fins d'habitation préjudiciables au développement des activités industrielles. Dès mon arrivée, j'ai dit au préfet maire, cessez de vendre les parcelles parce que c'est la zone industrielle. Comment voulez-vous qu'on développe l'industrie si vous vendez les parcelles, vous mettez les maisons partout? Il faut que la population se mobilise. Toutes les parcelles qui sont vendues illégalement de récupérer. Car quand il y a l'usine, non seulement ça donne du travail à vos enfants, ça vous permet de disposer de revenus, ça donne plus d'impôts à la préfecture et ça vous donne du gaz, ce qui va vous permettre de ne plus aller chercher du bois. Il y a beaucoup d'autres entreprises qui attendent. Mais si les terres sont occupées, où voulez-vous qu'on les installe? Dubreuka doit être fier d'avoir été choisi comme la zone industrielle. Si vous avez beaucoup d'usines, c'est d'abord les enfants de Dubreuka qui vont avoir du travail. C'est la population de Dubreuka qui va être ravitaillée et l'ensemble de la Guinée.
Depuis le décret de création, de la mise en place et de la nomination des coprésidents de la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale et après un important travail de fond, c'est en ce mois de mars qu'on a procédé au lancement officiel des activités de la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale. L'objectif est de proposer des démarches à suivre en vue d'aboutir à une réconciliation nationale découlant de la vérité, de la justice, de réparation et de la réforme institutionnelle. Ce lancement marque le départ d'une série d'activités devant toucher l'ensemble du territoire national. Déjà, après une série de sensibilisation et de concertation, un certain nombre de constats se dégagent de la première phase de la démarche de la commission. Nous avons connu depuis notre indépendance des moments de gloire et de douleur. Les événements dont il s'agit ont eu pour acteurs des Guinéennes et des Guinéens. C'est toujours des Guinéens qui ont été victimes d'autres Guinéens. Le temps faisant, les douleurs se sont transformées parfois en haine. Or, le peuple guinéen est uni par des liens séculaires fondés sur le respect de la dignité humaine, de la tolérance, de la compréhension, de l'amour de l'autre. Mais nous pouvons vous rassurer. Excellence, Monsieur le Président de la République, honorables invités, l'histoire de notre pays est bien la nôtre et nous devons l'assumer en toute responsabilité et surtout reconnaître nos fautes, demander sincèrement pardon et prendre l'engagement de ne plus les répéter. Dans cette démarche et avec l'appui du système des Nations Unies, après le siège national ici à Conakry, des antennes régionales créées sont dotées de sièges avec toutes les commodités exigées en la matière. C'est en tenant compte du passé glorieux et douloureux de la Guinée que le chef de l'État a manifesté sa volonté de réconcilier les Guinéens victimes ou bourreaux, une vision partagée par le système des Nations Unies. Le projet d'écoute des populations s'inscrit donc dans un vaste programme qui vise une Guinée réconciliée dans l'écoute, la vérité, la justice et la paix. Pour le président de la République, professeur Alpha Condé, la réussite de cette opération nécessite l'implication de tous les Guinéens, victimes et bourreaux. La réconciliation nationale en Guinée est très difficile. Pourtant, c'est une nécessité. Je félicite les co-présidents, toute l'aide qu'ils ont apportée. Mais la réconciliation nationale, quel que soit l'accompagnement international des Nations Unies des droits de l'homme, ne peut qu'être par le fait des Guinéens. Or, aujourd'hui, les Guinéens ont du mal à s'apprêter les uns des autres. Mais je fais un appel aux enfants des victimes du Camboiro, de 85 et autres. C'est eux qui sont notre espoir. Si eux, ils acceptent de s'asseoir ensemble, de discuter, de créer un espace de discussion, de discuter entre eux, parce qu'ils ne sont pas responsables. Beaucoup d'adultes sont responsables. Il est difficile de reconnaître, effectivement, c'est moi qui ai dénoncé telle personne alors qu'il était innocent. Donc, demandons aux jeunes, aux enfants de Camboiro, aux enfants de 45 et autres, d'essayer de dialoguer et de nous aider à avancer. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions de médiateur de la République, de les exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect des lois de la République et de ne révéler aucun secret que j'aurais obtenu pendant et après l'exercice de mes fonctions. Je le jure.
C'est exactement le 7 janvier 2011 que le président de la République, dans le souci de consolider les fondements de l'état de droit, a, par décret, nommé le général Fassine Touré, médiateur de la République. En tant qu'organe intercesseur, gracieux et indépendant entre l'administration et les administrés, le médiateur a pour mission le règlement par la médiation des réclamations concernant le fonctionnement des organes et services de l'État, des collectivités et de tout autre organe public ayant une relation avec les administrés. En cela, il bénéficie d'importantes garanties. Que peuvent attendre les citoyens du médiateur de la République? Pour leur part, les citoyens disposent d'importantes prérogatives vis-à-vis du médiateur de la République. C'est ainsi que toute personne physique ou morale qui estime à l'occasion d'une affaire la concernant que les organismes de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d'une mission de service public n'a pas fonctionné conformément à sa mission, doit de service public peut, par une réclamation individuelle, écrite ou orale, saisir le médiateur de la République. Le médiateur peut également se saisir d'office de toute question relevant de sa compétence chaque fois qu'il y a des motifs sérieux et réels de croire qu'une personne ou un groupe de personnes a été lésé ou peut vraisemblablement l'être par l'acte ou l'omission d'un organisme public ou concessionnaire de services publics.